Bon, ben merci d'être là. Alors le micro, ça ne peut-être pas à grand-chose, mais comme normalement on enregistre pour faire une petite vidéo, voilà, on va parler dans le micro, et puis on va faire avec. Brice, un petit mot de bienvenue peut-être dans ce cas-là, non? Quand même, au nom de LCL. Tu as des micros là, si tu veux bien. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, ce que j'allais dire, c'est pour ça que je l'ai mis là-bas d'ailleurs. Donc ici même, vous êtes dans une salle que LCL met à disposition pour ce genre d'événement, puisque c'est vrai qu'on a à cœur de soutenir et d'accompagner les porteurs de projets professionnels. Donc on a adressé un partenariat avec Frédéric il y a quelques temps et on a souhaité faire vivre et vous permettre d'avoir de l'échange, des interactions entre vous, pour vous aider aussi à avoir des appuis dans vos phases de développement, de création, etc. Donc on espère que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à interagir et puis à poser toutes vos questions. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus et puis à bientôt. Exactement. Bon, je pense qu'il y en a d'autres qui arriveront. Michel, n'hésite pas à rentrer dans le cercle. Voilà, exactement, parce qu'effectivement, il y avait... Voilà. Alors bienvenue pour cette deuxième édition. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire, la création d'entreprise, souvent, j'allais dire, on va assister à des tables rondes, on va écouter des intervenants qui vont nous délivrer des messages forts, mais voilà, dans tous les cas, c'est très descendant. Et puis, il y avait une envie depuis longtemps, c'est de se dire que les créateurs d'entreprise, c'est aussi un dialogue entre nous, c'est profiter de l'expertise de certains. Et puis, c'est parfois, simplement en parlant, on avance 10 fois plus vite que quand on écoute, parce qu'on pose les bonnes questions, puis on va parler de soi, on va parler de son entreprise. Et c'était vraiment l'idée. L'idée, c'était vraiment de créer du lien entre les porteurs de projets, entre des créateurs expérimentés, entre des acteurs de la création d'entreprise. Bonsoir. Ah oui, d'accord. Et d'arriver effectivement à se dire qu'on peut tous ensemble aller plus loin et faire surtout accélérer vos projets, aller plus loin. Et c'est en parlant entre nous qu'on arrivera certainement à faire booster vos projets et aller plus loin. L'idée de ce soir, c'était de parler, de trouver la bonne idée. Alors pourquoi la bonne idée ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que la bonne idée en ce moment, on a l'impression qu'elle nous échappe, au sens qu'il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement de disruptions à tout point de vue sur les comportements des gens, sur la façon des nouvelles technologies qui émergent dans nos vies et qui vont tout disrupter la façon. Finalement, c'est quoi une bonne idée et comment je trouve aujourd'hui des idées ? Comment je me positionne ? Comment je peux aller chercher la bonne idée ? Avant, aller chercher une idée, on allait dans les salons, c'est ça, on allait arpenter les allées des salons. Alors, il y a toujours des salons, il n'y a pas de problème, c'est peut-être d'ailleurs une solution, on verra, mais j'allais dire, c'est peut-être pas la et l'unique solution. On le verra ensemble, c'est où je trouve des bonnes idées, puis c'est quoi une bonne idée également, finalement, voilà. Parce que derrière une bonne idée, il y a un marché. Y a-t-il un marché, effectivement, derrière mon idée ? Ça paraît tout ballot. Mais le nombre d'entreprises qui ne rencontrent pas leur marché est colossal. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que notre idée, c'est la meilleure. Je peux en parler. J'ai dû lancer 8 ou 9 boîtes dans ma vie. Il y en a quelques-unes qui ont fini royalement pas au bon endroit, au tribunal de commerce, parce que, effectivement, malheureusement, l'idée paraissait géniale. Et pour autant, Dieu sait si j'ai un parcours en plus d'accompagnant de créateurs d'entreprise. Alors la méthodo, elle était respectée. Je peux vous garantir, la méthodo était là. Tout ce qu'il fallait faire au bon moment, au bon endroit. Sauf qu'à un moment donné, si l'idée ne rencontre pas son marché, on va aller dans le mur. Et ça, c'est pas évident. C'est quelque chose qu'il faut appréhender. Une méthodologie, un peu de régularité, un peu de comment on fait pour faire rencontrer une idée et s'assurer qu'il y a un marché en face. Dieu sait si c'est important. Alors, ce soir, ce que je vous propose, voilà, c'est simple, c'est qu'en attendant effectivement que les derniers nous rejoignent, il y a des experts qui sont là. Alors, quand on dit expert, le mot est fort. Enfin, toi, c'est ton métier, donc voilà. J'allais dire, c'est vraiment le vrai expert. Toi aussi, parce que tu es mon mentor, mentor business. Voilà, exactement. Des vrais experts. Et puis, on a des entrepreneurs qui ont, par leur parcours ou par leur créativité, on leur place ce soir parce qu'ils vont nous expliquer comment ils trouvent des idées. Écoute, je te laisse prendre le micro et puis te présenter, Mickaël, dire qui tu es et puis qui tu représentes ce soir, qu'on ait un petit peu l'idée. L'idée étant, c'est qu'on va démarrer avec nos experts et qu'après, on échange librement. D'accord, hein ? C'est pas une table ronde descendante, il n'y a pas un quart d'heure de discours. Voilà, mais je te laisse le micro. Parfait. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, Mickaël Bartelex. Je suis responsable métier et développement au sein de BGE Aura. Donc, BGE, c'est une structure associative qui a pour mission d'accompagner tout entrepreneur de l'émergence d'idées jusqu'au développement de l'entreprise, une fois installé. En passant donc par la structuration de projet, donc qui consiste à analyser le potentiel client, faire son étude de marché, faire son prévisionnel d'activité et choisir un statut, entre autres. Voilà.
Et également, l'idée, c'est aussi d'accompagner l'entrepreneur dans sa recherche de financement. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de partenaires bancaires et également partenaires historiques financeurs, tels que France Active l'a dit, Réseau Entreprendre, etc. Et donc en parallèle, moi, personnellement, ça fait à peu près une petite quinzaine d'années que j'accompagne les porteurs de projets, que ce soit en création ou en développement d'entreprise. Et donc également personnellement, j'ai aujourd'hui une entreprise parce que conseiller un entrepreneur, c'est bien, mais également vivre l'entrepreneuriat de l'intérieur, c'est encore mieux, pour faire part d'expérience, de retour d'expérience, etc. Donc je suis également consultant indépendant en gestion financière d'entreprise, l'objectif étant, je dirais, d'aider les indépendants à devenir amis avec leurs chiffres. Oui, on peut devenir ami avec les chiffres, alors d'accord, ok, c'est une bonne nouvelle. Je te laisse le micro, Véronique, qui a aussi quelques mots. Alors, donc moi, pareil, merci de m'accueillir au sein de ce cercle avec cette étiquette d'expert qui est parfois un peu lourde à porter. Donc moi, je suis aujourd'hui donc entrepreneur en premier lieu depuis plus de 15 ans maintenant, puisque j'ai quitté le salariat. Donc j'étais chercheur chez Danone pour revenir en fait en Auvergne et me lancer dans une aventure touristique, puisque je suis propriétaire de chambre d'hôtes. Et parallèlement à ça, puisque j'avais fait cette reconversion professionnelle, en fait, assez rapidement, j'ai été approchée par des personnes qui m'ont demandé justement de partager mon expérience et puis de les aider à sauter le pas de quitter un salariat confortable pour l'incertitude de l'entrepreneuriat. Et voir un peu quelles sont les étapes importantes pour que ça se passe bien. Donc comme le disait Michael tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a pas mal de structuration à faire, il y a tout un tas de choses qui sont plus, j'allais dire, de la méthodo. Moi j'aime aussi cette approche de quand on est entrepreneur, on sait un peu plus de quoi on parle quand on accompagne d'autres personnes qui veulent se lancer. Et moi j'ai une approche encore plus marqué sur l'individu en tant qu'entrepreneur, puisque très souvent on a beaucoup de méthodologie, mais pas forcément de comment on fait pour prendre sa place de chef d'entreprise quand on n'aime pas trop les chiffres, quand on est un petit peu désorganisé, quand on a l'habitude d'avoir un planning qui nous est donné par une hiérarchie. Donc voilà, comment on fait pour réellement prendre cette place au-delà de la compétence technique et métier. Voilà, entrepreneur, c'est aussi un métier. C'est aussi un métier, oui, c'est ça. Fabrice, même question, un peu le parcours, Bonsoir. L'homme et alors, je soupçonne Frédéric d'avoir bien fait les choses ce soir, puisqu'on a quand même tous des activités qui se rapprochent. Oui, c'est ça, voilà. Moi, aujourd'hui, je dirige une structure qui s'appelle l'Essence des Hôtes, mais qui est une structure multi-activité, parce que d'un côté, effectivement, j'anime des formations pour des gens qui veulent créer des chambres d'hôtes, des gîtes et des hébergements insolites. Alors, j'ai aussi été propriétaire de chambre d'hôtes à Clermont-Ferrand. Il y a une maison qui s'appelait la Villa Pascaline. Et puis, on nous a proposé de nous lancer dans la belle aventure de la formation sur ces beaux projets. On a lancé une activité assez innovante, puisqu'on remplace des propriétaires de chambres d'hôtes, puisqu'ils ont aussi le droit de partir en vacances de temps en temps, même si c'est difficile. Donc, on se déplace. On était pendant 2 semaines. On est rentré dimanche dans une maison dans le sud, pour permettre aux propriétaires, à leur famille, de partir en vacances. Voilà, le droit à la déconnexion et à la coupure, c'est aussi valable dans ce métier-là. Donc, je fais aussi du conseil sur l'investissement locatif, mais en meublé de tourisme, même si c'est très, très attaqué en ce moment, il y a encore de belles choses à faire. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités, puisque mon métier de cœur est historique et de base. On se connaît bien avec Frédéric depuis très longtemps, puisqu'on avait créé ensemble une structure, la première agence d'événementiel en Auvergne. C'était à notre siècle, réellement. Et donc, je continue à faire la coordination générale d'événements. Voilà, je travaille notamment j'organise notamment le festival Coutelia à Thiers. J'interviens pour l'ESC, pour la Banque de France, pour d'autres types d'événements, le salon du tourisme, le salon des voyages, pardon, qui aura lieu en janvier à Polydôme. Voilà, donc je suis multi-actif. Je pense que ça rejoint bien ce dont on va parler ce soir. Et moi, tout au long de mon parcours, en fait, j'ai beaucoup travaillé aux opportunités. Voilà, je crois beaucoup aux opportunités, aux rencontres. Et les idées viennent des opportunités. Faire du remplacement de propriétaires de chambre d'hôtes, on a été confrontés, nous, à cette problématique, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on parte en vacances, parce qu'on avait du monde tout le temps.
Et on avait notamment une clientèle à faire, et si on partait, on perdait notre clientèle à faire. Donc on s'est dit, et on a trouvé une solution. Un hasard, on nous a présenté quelqu'un et on a pu se faire remplacer. Et on s'est dit, tiens, mais ça pourrait être sympa de faire ça plus tard. Oui, mais pas que, parce que c'est pas suffisant. Voilà, donc de fil en aiguille, on a tissé des partenariats, on a fait pas mal d'autres choses. Aujourd'hui, on gère un planning assez dense, mais bon, c'est pas grave, c'est bien. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur que d'avoir des nœuds à son planning et des temps entre deux réunions ou deux temps d'intervention très très courts. Voilà, mais c'est assez motivant. Moi, j'aime bien. Ouais, dit-il modestement, c'est quand même la personne qui coordonne Coutelia, qui est quand même une des plus belles réussites en matière de salon sur le territoire. Une belle opération, voilà, c'est ça. Lohan, c'est le même profil, parce que Fabrice l'a dit, mais effectivement c'était un peu l'idée, le sens de votre présence ce soir, c'était d'avoir ce qu'on appelle des slashers aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont multi-activités, ils sont capables justement, parce que c'est des machines à idées. Quand on fait le même métier tous les jours, on arrive au même travail, c'est bien, mais quand on est multi-activité, c'est encore plus créatif dans les recherches d'idées. Lohan, pareil, petite présentation, jeune entrepreneur par l'âge à l'époque où tu t'es lancé, et puis ce que tu es, ton parcours, voilà. Eh ben oui, bonsoir. Donc Lohan Ravet. Moi si je suis là, c'est pas non plus par hasard, puisque j'ai été très bien formée par messieurs Frédéric et Fabrice pendant mes années d'alternance. Donc moi aujourd'hui, j'ai une double casquette. J'ai la casquette d'entrepreneur depuis très jeune, finalement, tout juste la majorité, parce que pour moi, c'était un peu ma vision de la liberté, l'entrepreneuriat. Et j'ai quand même compris que pour concrétiser certains projets financiers au début, le salariat, c'était bien aussi. Donc aujourd'hui, je travaille dans la communication et l'événementiel. Donc, on est un peu tous de cette secte-là. À côté, donc, j'ai une entreprise dédiée à l'événementiel pour les particuliers. Et donc là, l'idée, c'est de travailler. J'ai plusieurs idées, on en parlera plus tard, mais là, actuellement, c'est vraiment l'organisation, la décoration d'événements privés et surtout mettre à disposition des aides concrètes pour les particuliers qui veulent faire de super événements autres qu'en passant par des event planners qui ont des tarifs astronomiques. Donc voilà. Tu n'as pas encore de tarifs astronomiques? Non, pas encore, je suis humble. C'est ça. Ça viendra, exactement. Tu disais que tu avais pas t'as même démarré avant ta majorité, non? Tu travaillais avant, non? Juste à la majorité, je travaillais avant. D'accord, ok. Créer sa boîte à 18 ans, c'est le meilleur âge. C'est ça. Les risques sont quasiment zéro, mais par contre, on a toute l'énergie qui va bien. Alors, avant de vous donner la parole, puisque c'est l'idée, encore une fois, que vous puissiez poser vos questions, je reviens vers vous. J'allais dire, ok, j'ai compris que vous aviez tous eu des idées, d'accord, ok, mais si vous deviez donner votre vision, comment vous trouvez des idées, vous, que vous conseillez quand tu es aussi entrepreneur, j'allais dire, quand tu veux peut-être lancer un nouveau produit, j'en sais rien, ou ta source, elle est où? Ton inspiration, ça naît comment tu construis ça mentalement? Est-ce que c'est comme Fabrice, tiens, il y a une opportunité, je saute dans le vide et on va voir, ou est-ce que il y a une méthode? À mon sens, alors certes il peut y avoir une opportunité, mais à mon sens le premier axe de travail, c'est par le biais de l'introspection. Je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai, une technique qui permet de trouver une idée qui soit à la fois alignée avec soi-même, qui vous permet d'exercer à la fois une activité passionnante, qui est en lien avec vos talents, qui répond aux besoins du monde et aussi qui peut être potentiellement monnayable. Donc, à mon sens, déjà, ça peut être un premier axe de travail. Réfléchir, faire une introspection sur qu'est-ce que j'aime faire, à qui je veux rendre service, quelles sont mes valeurs, effectivement. Et au-delà de ça, après, est-ce que potentiellement les compétences que j'ai peuvent être monnayables? Voilà. À mon sens, en tout cas, ça peut être déjà un premier axe c'est ça. Pour démarrer, en effet. Être raccord avec soi-même, finalement, se sentir à l'aise. Être aligné avec soi-même. Tout à fait. Okay. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui, on le voit bien dans l'entrepreneuriat. Hein. Les entrepreneurs qui réussissent en grande majorité sont ceux qui sont alignés avec eux-mêmes et passionnés par leur métier. Oui, d'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'il faut travailler 2 fois plus que peut-être la normale et que ça fait du bien quand on est un peu raccord avec ce qu'on aime faire. Et quand on est passionné, on ne travaille pas. Oui, c'est ça, on ne va pas au travail. Exact. Dans le loisir. On a tous ça, on a tous ce côté, ce loisir. Des fois, non, parce que des fois, il faut qu'on fasse la compta, les chiffres. Non.
Après, ça, on peut déléguer. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Je me disais bien aussi. Je sais pas, Véronique, pareil, toi, est-ce qu'il y a une façon de faire émerger des idées chez toi? Ou est-ce que c'est du feeling complet? Comment tu t'es lancé dans tes métiers à toi? Comment tu as trouvé l'idée? Alors, comment je me suis lancée? Alors, le métier du tourisme, je me suis lancée parce que j'avais une très grande envie de revenir en Auvergne. Donc, il m'a fallu trouver l'idée qui allait me permettre effectivement de quitter le salariat et de revenir en Auvergne. Donc, j'ai... comme l'a dit Mickaël, un peu fait une introspection sur quel était le champ des possibles. Alors moi, à la base, je suis quand même une scientifique. Ah oui. Quand on est scientifique, on a quand même un certain sens de la créativité pour développer ses expériences, notamment. Donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même que j'ai de façon intrinsèque. Après, je trouve que c'est toujours intéressant de aussi être très curieux sur plein d'autres choses que... ce sur quoi on travaille, parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des usages sur des activités qui ont été adaptées, qui n'étaient pas ce qui se faisait avant, hein. Je pense par exemple aux salles de sport avec ces systèmes de cartes, de location, c'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout, et en fait en observant ce qui se fait dans d'autres métiers, on se dit finalement l'usage pourrait être différent dans une autre activité. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir aussi un peu de curiosité sur quelque chose de complètement différent, en se disant, tiens, pourquoi ne pas essayer de transposer cette façon de fonctionner à un autre domaine d'activité ou à un autre champ d'activité. Et puis après, c'est d'observer, tout à l'heure, on en a eu l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on se retrouve confronté à des douleurs. Par exemple, ne pas partir en vacances pendant très longtemps parce qu'on a trop de clients, ce qui est quand même un truc extraordinaire. C'est le paradoxe le plus terrible. Et voilà, se dire qu'avoir trop de clients, ça devient pesant, c'est quand même dommage par rapport à des personnes qui vont nous dire, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un ou deux clients. Donc de se dire aussi, il y a de l'opportunité par rapport à certaines douleurs qu'on peut rencontrer ou des discussions qu'on peut avoir avec les uns et les autres. On a un souci. Là, aujourd'hui, on voit la population qui vieillit et qui se retrouve confrontée à certaines problématiques d'isolement, de déplacement, mais qui ne sont pas non plus des gens qui vont aller dans une maison de retraite. Il y a plein d'univers où il faut aller se poser des questions de comment améliorer la vie de ces personnes-là, comment améliorer la vie des personnes de leur famille, de leurs proches, et puis comment faciliter le quotidien. Je pense que c'est... Donc dans ce que je retiens entre autres de ce que tu dis là, c'est que finalement l'idée, elle va naître du client déjà à la base. C'est de réfléchir aux besoins manquants, à ce qui va manquer déjà à une population, ce qui donne déjà un peu... La réponse à la question 2, j'allais dire, c'est un peu l'assurance d'avoir un marché qui existe. Parce que finalement, c'est pas partir qu'une idée comme ça un matin, mais c'est de partir d'un besoin qui n'est pas rempli. Exactement. Qui n'est pas... D'accord, okay. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ça permet aussi d'être rapidement sur le marché. Oui, exactement. C'est ça. Fabrice, je sais pas, juste toi. Donc toi, on a bien compris, il y avait une opportunité parce que tu la vivais en tant que propriétaire de chambre d'hôte. Mais j'allais dire, est-ce que toi, par obligation de ton activité événementielle, qui est aussi l'autre activité, peut-être plus encore que dans le tourisme, où finalement, là, il y a un marché assez... Aujourd'hui, tu as une offre, et cette offre, même si elle évolue, remarque, oui, elle est en pleine évolution, lancement de webinaires, et voilà. Mais est-ce que dans l'événementiel, ça oblige chaque jour, pour le compte de ses clients, de se dire, attends, je pars de zéro, là, comment je trouve des idées? Comment tu fonctionnes, toi? Comment tu vis ça? Alors, sur un événement, on peut faire le parallèle avec Coutelia, parce que ça fait 15 ans que je m'occupe de ce festival. Chaque année, on est obligé d'innover et de trouver de nouvelles animations, de faire venir de nouveaux clients, d'ouvrir de nouveaux marchés, etc. Chaque année. Il n'y a pas un an, une édition sans qu'on ne fasse pas quelque chose de nouveau. Petite animation ou grosse animation. Parce que quand on lance une compétition mondiale sur la forge, sur Damas, c'est une animation, c'est une nouveauté, mais c'est à l'échelle de la planète. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne peut pas proposer 2 années de suite, 2 éditions qui soient totalement identiques. Il faut absolument qu'en permanence soit capable d'attirer de nouveaux visiteurs, de nouveaux clients, de nouveaux exposants. Et on fait en faisant monter en gamme notre événement, parce que chaque année, on va intéresser telle ou nouvelle cible
parce qu'on aura créé une nouvelle activité. Et c'est un salon, un festival qui est en croissance chaque année en plus en termes de visiteurs. Donc c'est bien la démonstration dans un marché extrêmement compliqué, le marché des salons, mais c'est bien la démonstration que ces nouvelles idées amènent systématiquement quelque chose. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire, bon là on est sur un événement un peu particulier. Quand j'en parle, je dis que c'est un outil de développement économique du bassin thiernois, plus qu'un événement en lui-même en fait. Et c'est pour ça que ça nous permet justement d'avoir cette attitude de chaque année d'aller chercher de nouvelles idées. Alors après, on a mis en place un comité de pilotage qui est assez prolifique en termes de propositions, donc c'est assez sympa. Mais voilà, on est obligé de revenir tous les ans vers des nouveautés pour permettre à nos exposants, d'une part, de voir qu'on continue à faire grossir cet événement et à faire venir de nouveaux visiteurs et de nouveaux clients pour eux. Et c'est important à l'international et au niveau national et international pour permettre une meilleure ouverture médiatique sur le bassin de Thiers. D'accord. Lohan, même question. J'allais dire si... Bon, tu as déjà une activité et elle vient de démarrer sur la partie événementielle, mais quand tu dois effectivement faire émerger de nouvelles idées, finalement comment tu fonctionnes, comment ton cerveau fonctionne? En fait, moi j'ai passé quand même beaucoup de temps... J'ai pas de doute qu'il fonctionne par contre, hein, ça, il n'y a aucun problème. J'espère. Non, en fait, moi j'ai passé quand même beaucoup de temps à essayer de trouver la bonne idée. En me disant, surtout quand on est jeune, on s'identifie à des grandes figures, à des Steve Jobs, à des multinationales, et on se dit, purée, il faut que je trouve l'idée, l'innovation qui va me permettre de devenir une entrepreneur à succès. Voilà. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la bonne idée, il y avait en fait plein de bonnes idées. Une bonne idée qui peut correspondre à un client A, une autre bonne idée qui peut correspondre à un entrepreneur B. Et ça a vraiment été la clé dans mon approche de l'entrepreneuriat. Et après, je me suis totalement reconnue dans ce qu'on a dit au début. Il faut vraiment être aligné avec ce qu'on est vraiment. Moi aujourd'hui je suis dans l'événementiel parce que pour moi l'événementiel c'était le moyen de créer du bonheur, de créer des souvenirs, et ça c'était quelque chose qui était vraiment aligné avec ce que je suis. Et en fait, quand on se rend compte que, en effet, il y a plein de bonnes idées et il y a plein de besoins qui sont encore en demande, moi je trouve que les idées émergent assez facilement. Bon, si les idées émergent facilement, c'est une bonne Après, nouvelle. Elles sont pas toutes très bonnes, mais oui, avoir voilà, des idées, en fait, ça émerge très facilement. Déjà bien, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on voit souvent sur des porteurs de projets. Comment je trouve la bonne idée? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce chemin de se dire je veux être à mon compte, je veux être entrepreneur, parce que j'ai ça, je le ressens, c'est un besoin. Je suis aligné avec ma volonté d'être entrepreneur. Mais dans quoi? C'est ça, c'est vraiment la question. Quelqu'un qui a envie de poser une première question ou qui a envie de faire une remarque, je sais pas, de parler de vos projets peut-être si je vais prendre des micros qui sont par là-bas, au cas si quelqu'un... Alors, est-ce que quelqu'un... Ah bah oui, en plus, c'est une meilleure qualité, celui-là, au niveau de la voix. Est-ce que je tends le micro à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer? Est-ce que tu as envie de compléter? Ah bah, je le sens, je vois dans ton regard que tu as envie de... Ou une opinion, ou une question. C'est complètement... Arrête-toi. Non, parler de moi, ça serait trop long. Il faudrait réserver la salle pendant trop longtemps. Non, j'avais une question, en fait, finalement. Est-ce que quand on crée une activité, est-ce qu'il faut forcément être en rupture, notamment quand on était salarié auparavant, être en rupture par rapport à ce métier qu'on exerçait auparavant? Est-ce que finalement, quand on décide d'être indépendant, de créer sa boîte, enfin, quand je dis indépendance au sens prendre cette liberté, prendre son envol, est-ce qu'il faut forcément couper les ponts avec ce qu'on faisait auparavant? C'est une question ouverte. Ah oui, effectivement. Alors peut-être, moi Lohan, qui s'est directement lancé dans la... Moi, j'ai pas tout à fait coupé les ponts, parce que j'ai toujours travaillé dans l'événementiel. Donc je continue, parce que c'est vraiment un métier de cœur. Et alors quand je fais un événement, je rejoins ce que tu disais, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Je devrais pas dire ça quand même, mais j'y passe des heures. Mais c'est un métier plaisir, donc ça c'est super intéressant. Donc j'étais avant déjà dans l'événementiel, je suis encore aujourd'hui à mon compte, donc ça me va très bien. Sur les activités de tourisme, c'est pareil. Alors, la chambre d'hôtes, j'étais salarié en même temps qu'on gérait la chambre d'hôtes. Donc, déjà, je commençais à cumuler des activités. Mais bon, j'aime bien être un peu suroccupé, donc c'était pas mal. Et bien voilà, donc là, on a continué, on a lancé de nouvelles activités. Le remplacement de propriétaire, c'est une suite directe de notre activité de chambre d'hôtes. Faire des formations, c'est pareil. On a nous-mêmes suivi une formation avant de créer notre chambre d'hôtes. Et l'organisme de formation qui nous suivait a dit vous vendez, venez avec nous,
on a besoin de partenaires. Et donc, c'est une suite. Donc, il n'y a pas vraiment de rupture. La rupture, c'est plus dans le style de vie, en fait. C'est vraiment de passer d'un modèle salarié, effectivement, avec des horaires, entre guillemets, on sait qu'à la fin, le 25 ou le 26 du mois, le salaire tombe, etc. Enfin, que tout est géré de ce côté-là. La rupture, c'est vraiment un état d'esprit, un style de vie. Si demain après-midi j'ai envie d'aller aux champignons, j'aimerais bien y aller, mais il n'y en a pas. Et puis j'aurai pas le temps, donc j'irai pas. Mais voilà, on gère notre emploi du temps un peu comme on l'entend. Alors même s'il est bien rempli, on est seul maître de son emploi du temps, en quelque sorte, on va dire. Voilà. Oui. En quelque sorte. Véronique, toi, tu parlais d'une formation scientifique, c'est ça en plus, donc il y a une rupture dans ta vie à un moment donné. Oui, alors moi, c'est vrai que vu de l'extérieur, il y a une vraie rupture parce que j'étais dans un centre de recherche avec 600 personnes et je me suis retrouvée toute seule dans une maison d'hôtes à 400 km de là. En même temps, là où il n'y a pas de rupture, c'est qu'en fait, on est la même personne. Donc, on a gardé ses savoir-faire, on a gardé ses savoir-être, et puis surtout, on se sert énormément de tout ce qu'on a acquis auparavant. C'est-à-dire que moi, présenter un projet, j'ai pas de souci parce que j'ai eu à le faire pour aller défendre des projets scientifiques au sein du groupe. La structuration, l'organisation, les budgets, c'est pareil, c'est quelque chose que je faisais avant. Bon, maintenant, par contre, je le fais, c'est ma poche. Donc forcément, on ne le regarde pas de la même façon, toujours les chiffres. Et puis, c'est clair que d'avoir la liberté de son emploi du temps, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Après, à chaque pièce, un revers de médaille, c'est-à-dire que quand on ne travaille pas, il y a quand même pas mal d'activités où on ne travaille pas, on ne touche pas. Voilà, donc ça c'est... Oui, c'est le paradoxe. Quand on pourrait se reposer, c'est là où le stress naît, effectivement. Oui. Donc il y a une rupture de l'extérieur, il y a une rupture dans le style de vie, mais en fait, il n'y a pas de rupture parce que c'est la même personne qui avance, qui évolue et qui finalement va vers... j'allais dire une grande destinée qui est ce qui l'apporte en fait. Moi je vois vraiment ça comme ça, c'est-à-dire ça fait partie du chemin et il y a une continuité, on a parfois du mal à la trouver et moi quand j'ai des personnes que j'accompagne, justement la partie d'introspection elle est très intéressante parce qu'elle permet de faire le point sur ce qu'on est réellement, sur ce qu'on a acquis, ce qu'on aimait faire ou pas et parfois on se découvre des choses qu'on n'aimait pas faire quand on était salarié et qu'on trouve super sympa quand on est indépendant, parce qu'on le fait pour soi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un cheminement, en fait. Oui. Un cheminement vers soi, avant tout. Oui, c'est ce qui compte. Voilà, c'est ce qui compte. Après tout, effectivement, le choix d'être indépendant, ce mot indépendant, donc c'est arrivé. Michael, peut-être un peu la même question. Comment toi tu... Oui, je peux rajouter, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Je dirais même par rapport à l'entrepreneuriat même, le salariat est un excellent moyen aussi pour développer des aptitudes, des soft skills, donc du savoir-être et du savoir-faire avec des compétences transversales qui de toute manière sera utile pour l'entrepreneuriat. Je parle par exemple, je sais pas, ça peut être la capacité d'organisation, la capacité, le fait d'être résilient, de pouvoir avoir un bon relationnel, etc. Ce sont effectivement des aptitudes qui peuvent être utiles de toute manière dans l'entrepreneuriat. Donc il peut y avoir effectivement rupture et même dans la globalité des projets que nous accompagnons, on s'aperçoit quand même que la grande majorité, on est sur une suite logique de parcours. Ouais, dans la grande majorité. Après, pour les autres, effectivement, c'est comment réutiliser tout ce qui a été acquis durant le salariat pour le rendre utile à l'entrepreneuriat. Merci en tout cas pour la question. Mais je sais pas, madame, un petit mot sur vous-même déjà. Voilà, qui êtes-vous? Et puis voilà, on vous écoute. Donc, je m'appelle Cécile Geffard. Je suis aujourd'hui en reconversion. Je suis à peu près à la moitié du chemin que je me suis donné pour travailler sur mon projet. Mon domaine d'activité, c'est le soin à la personne au sens médecine intégrative. J'ai toujours rêvé d'être médecin. Je sais maintenant pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai été passionnée par les mécaniques quantiques quand j'étais étudiante en sciences. Et un jour, j'ai compris pourquoi tout ça était en train de s'aligner et comment tout ça était en train de s'aligner. Et pour rebondir, et le deuxième postulat qui m'anime, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je pense que la société a beaucoup besoin de liens, de recréer du lien.
Voilà, qu'une manière de se maintenir en santé, c'est d'être aligné corps et esprit, et c'est aussi d'être en lien avec les autres. Partant de ces deux idées Exactement. qui sont Oui, de la mécanique quantique d'un côté, voilà. assez vaste. Et pour rebondir sur les aspects que vous avez évoqués jusque-là, je me posais deux questions en fait qui vont peut-être pouvoir servir de base à la suite. C'est de se dire, une fois qu'on a des idées, comment faire le choix ? Si on en a trop, moi je fais partie des gens qui voient plein de trucs et qui voudraient tout faire, mais c'est juste pas possible et c'est juste pas toujours rentable non plus. Et le deuxième point sur lequel j'ai tiqué tout à l'heure, c'est quand Véronique, vous parliez de dépasser ses peurs aussi. Parce que voilà, quand on est salarié et qu'on est bien confortable et que qu'on sait que le 26 ou le 27 du mois, il se passe quelque chose, comment dépasser ses peurs ? Ah oui, ça c'est deux vraies questions. Alors vraiment, en plus, le trop plein d'idées, parce qu'il y a comment trouver l'idée. C'est vraiment le paradoxe qu'on a chez beaucoup de porteurs de projets. Il y a celui ou celle qui n'a pas cette idée, qui la cherche désespérément, et d'autres personnes qui ont ce côté hyper créatif. On le voit effectivement avec... Voilà, et là je vous rejoins sur cette dimension-là, parce que le mot slasher, moi, est trop multiple, et effectivement, je vous rejoins, c'est comment on fait le choix, parce qu'on a peur finalement, après, de prendre la bonne idée et de passer à côté. Donc c'est vrai que, je sais pas, vous avez quelqu'un a un avis, peut-être Véronique, peut-être, toi qui es habitué à accompagner j'allais dire, comment toi tu pourrais accompagner quelqu'un, par exemple, qui dirait, attends, j'ai trop d'idées, je sais pas, qu'est-ce que tu... Alors moi, sur quelqu'un qui a trop d'idées, en général, ce que je lui demande en premier, c'est, on sait très bien quand il va falloir faire un choix, on a un petit truc au fond du ventre là qui nous titille. En général, quand on parle de cette idée-là et qu'on fait le tri, voilà, par exemple, celle-là, on la fera après. Si à ce moment-là, on sent que quand même ça tique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça, je pense que moi, je mets une petite croix, voilà, j'ai un petit tableau, je me dis, voilà, celle-là, elle me touche quand même, j'ai quand même bien envie d'aller sur ce thème-là. Et puis après, il y a toutes les thématiques qui sont plus de, est-ce que c'est facilement actionnable ou pas ? Est-ce que ça nécessite un méga investissement et du coup, ça recule dans le temps ? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Est-ce que j'en ai parlé à des personnes autour de moi et elles sont déjà un peu motivées et quelque part, j'ai peut-être trouvé mes premiers clients ? Donc, c'est vraiment ce côté de, est-ce que je vais pouvoir rapidement passer à l'action, tester ? Moi, j'aime bien tester, en fait. Les scientifiques, ils aiment bien faire des tests et puis faire un petit bilan rapidement, sans trop attendre, parce que sinon, effectivement, on risque de louper le train. Donc, tester, voir si ça marche ou pas, améliorer, ou bien se dire, voilà, c'était pas la bonne idée ou c'était pas le bon moment, parce qu'il y a aussi des bonnes idées, mais qui n'arrivent pas au bon moment. Alors, il faut savoir les garder dans sa poche pour les ressortir à un autre moment et pas se dire, allez, ça, c'était pas bon, on arrête. Donc moi, c'est un peu les deux façons que j'ai de faire le tri. C'est, est-ce que c'est facilement faisable ? Est-ce que ça me fait très plaisir aussi ? Moi, j'aime bien ça en premier. Et puis après, dans ce qui me fait très plaisir, qu'est-ce qui est facilement actionnable ? Qu'est-ce que je peux rapidement mettre en place ? Alors, j'ai peut-être enfoncé une porte ouverte avec une phrase que tout le monde a entendue, mais qui a sa réalité. Quand on dit qu'effectivement, sur une idée, le marché sur lequel on veut travailler, il n'y a pas de concurrent, il y a deux hypothèses. C'est soit parce qu'il n'y a pas de marché, soit parce qu'on a l'idée du siècle, on est les premiers. L'idée du siècle, c'est bien si on a vraiment, comment dirais-je, l'assurance qu'on a peut-être des fonds pour tenir et puis la capacité d'avoir du temps et de se donner ce temps-là. Parce que ça veut dire qu'il va falloir labourer un marché pour faire exister son projet. Donc ça nécessite des moyens. Et peut-être, c'est peut-être pas... voilà. Par contre, si on se dit, tiens, je veux lancer des fabrications de micros et qu'il n'y a personne sur ce marché-là, ok, c'est peut-être d'avoir un peu d'humilité, de se dire, j'ai peut-être pas l'idée du siècle, mais s'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas de marché dedans. C'est peut-être ballot, parce qu'effectivement, c'est une question de timing. Des fois, en arrivant au bon moment, voilà, mais des Steve Jobs, pour revenir tout à l'heure, il n'y en a qu'un. Enfin, il n'y en avait qu'un. Alors, des Elon Musk, voilà, il n'y en a qu'un. Alors ça, c'est ceux qui brillent, c'est ceux qu'on voit partout à la télé, qu'on voit résonner partout. Mais à un moment donné, ils sont epsilonesques par rapport au volume et au nombre de créateurs d'entreprises. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, c'est déjà pas comme un indicateur. Je vais me lancer sur un marché, il n'y a personne. Waouh, ok. Je mets la barre, je sais pas, Véronique, je te vois réagir. Et après, oui, alors
je suis d'accord. Et puis, on nous montre pas non plus c'est tous les échecs, oui, mais ça, voilà. apprentissages qu'il y a eu avant. Je vous cite l'exemple de Danone, puisque j'y étais. Tout le monde a connu Actimel. C'était le produit révolutionnaire. Moi, quand je suis arrivée, la personne qui avait déposé le brevet, c'était un truc extraordinaire. En fait, bien avant, il y a eu des années et des années. Donc, la personne qui a déposé ce brevet était déjà bien âgée. Il y avait un certain parcours dans la société. On nous montrait ça comme un truc de dingue. Donc, les nouveaux qui arrivaient voulaient trouver le nouvel Actimel. En fait, on faisait l'impasse totale de tout ce qui s'était passé avant. Donc, la bonne idée, elle arrive peut-être à un moment où on ne l'attend pas forcément. Et puis oui, ce que tu disais tout à l'heure, il faut avoir le temps, il faut aussi savoir se dire que quand on n'a pas des résultats tout de suite, ça peut être aussi démotivant. On est quand même des êtres humains qui avons envie d'avoir notre petite dopamine de temps en temps, quoi. Donc si on n'a pas de retour longtemps, alors s'il faut et du financier, et de la motivation, et de la résilience, à un moment donné, ça peut être un peu lourd aussi. Oui. Donc un truc qui est facile, même petit au début, et puis qu'on arrive à faire grandir, c'est bien, en fait. Oui, c'est ça. Alors, juste à Loane, parce que j'allais dire, s'il y a quelqu'un qui a des idées tous les 3 jours, hein, c'est ça, voilà. Je ne sais pas, alors comment tu les vis, comment tu les classes, qu'est-ce que tu en fais de tes idées? C'est une bonne question, déjà. Oui. Il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, déjà, c'est de se dire qu'une bonne idée, ça va pas être la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que demain, un projet où on va bosser 70 heures par semaine et où on va faire X milliers de chiffres d'affaires, ça peut être une super idée pour quelqu'un. Et pourtant, ça peut être un vrai enfer pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, je pense que la première chose, c'est de se dire, est-ce que cette idée, elle répond à mes attentes et mes objectifs de vie, personnels et professionnels parce que des fois, moi, j'ai eu des idées, et puis quand je me rendais compte des montagnes qu'il fallait soulever, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Après, comme on l'a dit précédemment, il y a la question des ressources aussi. On peut avoir une super idée qui sont difficilement applicables sur le court terme, pour des raisons financières, de temps, peu importe. Donc ça permet aussi un petit peu de faire le tri. Et après, c'est plutôt ma méthode, mais c'est sur un domaine, l'événementiel, c'est peut-être, ça s'y prête peut-être plus, mais c'est de se confronter à la réalité. En fait, parce que des fois, on peut avoir une super idée, et puis on est persuadé que cette idée est la bonne, qu'il y a vraiment quelque chose à faire derrière, et en fait, on répond pas à une problématique. Sur l'événementiel, en fait, il y a plein d'organisateurs d'événements, de décorateurs d'événements. Et là, moi, comment j'ai trié mes idées, c'était de me dire, ok, mais est-ce que de vouloir faire juste la même chose que ce qui est fait actuellement, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ça qui va me permettre de m'accomplir dans mon travail? Et du coup, moi, ce sont vraiment ces 3 points, c'est de se confronter à la réalité. Et puis aussi, je pense qu'il y a une petite part, faut oser des fois. On se prend quelques petites gifles, mais bon, en fait, on apprend et du coup, on fait mieux pour les fois d'après. Donc, je dirais que c'est ça. D'apprendre de ses échecs, voilà, c'est la fameuse grande phrase. Oui, effectivement. Pardon, bonjour. Bonsoir, donc moi je m'appelle Séverine, j'ai créé, alors moi je suis chef d'entreprise déjà, puisque j'ai créé une entreprise il y a 7 ans, suite à une rupture de salariat. Et c'est souvent la case Pôle emploi, création d'entreprise est une logique imparable. Par contre j'ai choisi quand même la facilité, puisque j'ai choisi une activité dans laquelle je travaillais depuis presque 10 ans. J'ai quand même choisi la même activité, mais à mon compte et avec toutes mes idées, du coup. Et aujourd'hui, en fait, j'ai besoin d'autres choses. Et j'ai 2 idées. Donc pas qu'une, mais 2. Oui. Et j'ai vraiment envie... Le choix du roi, pour choisir laquelle, c'est ça. Non, mais alors, la deuxième, c'est étrange, parce que la deuxième idée, en fait, elle est venue de la première. Donc, la première est venue d'une introspection, on disait tout à l'heure, et la deuxième plutôt par hasard, enfin la sérendipité en fait. Voilà. Et du coup, j'ai transformé ces 2 idées en projet vraiment professionnel. Et donc du coup, comme vous disiez tout à l'heure,
quand on entreprend, on ne considère pas que c'est du travail, en fait. C'est un peu, enfin, on ne sent pas qu'on travaille tant que c'est la tout le passion. temps, dans tous les cas, oui, c'est Voilà. ça. Il faut espérer tout au moins, c'est clair. Voilà. Alors, par contre, moi, j'ai une question. C'est parce que du coup, ça va faire 15 ans que je suis dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Demain, si je fais mes activités qui sont... Alors, aussi dans l'événementiel, on peut dire, mais alors... Mais c'est incroyable. Mais sur un axe... C'est un clan, il faut le savoir. C'est ça. C'est sur un axe un petit peu différent. Alors, je ne peux pas trop en parler ce soir. J'ai bien voilà. compris. Je vois le choix des mots que vous avez depuis tout à l'heure, effectivement. Voilà. Mais j'ai quand même des freins et des peurs, alors que ça fait quand même 7 ans que je suis entrepreneur, parce que c'est nouveau pour moi. Donc c'est comme si je débutais dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est un petit peu ma crainte, parce que du coup, j'ai créé déjà des événements dans les entreprises dans lesquelles je travaillais ou dans celle où je travaille actuellement, mais bon, rien à voir avec ce que j'ai en projet. Et c'est vrai que les idées que j'ai aujourd'hui me font peur, parce que la peur de ne pas y arriver, en fait. Donc tout simplement. Et puis c'est surtout je ne sais pas par quoi commencer aujourd'hui. Alors je sais, j'ai rencontré Mickaël il y a 3 jours, il me semble. Et d'ailleurs, il faut que je vous appelle. mais c'est vrai que je ne sais pas, aujourd'hui, quand on a une idée ou plusieurs idées, on ne sait plus vraiment, enfin on ne sait pas vers qui on toutes les peut choses aller. En plus, bougent tellement vite. En plus, Et puis, c'est difficile d'avoir une certitude vraiment majeure en disant, voilà, là j'ai l'idée, effectivement. Et puis le problème aussi, quand on a une idée, c'est de dire, mais à qui on en parle ? Les personnes de confiance, parce que c'est quand même énorme. Je veux dire, on n'a pas envie de se faire, entre guillemets, piquer l'idée, quoi. On ne sait jamais. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment une crainte. Alors, mais j'ai besoin d'en parler, parce que pour être sûr, quand on fait une étude de marché, il y a un moment, il faut en parler. C'est ça. Mais vous savez, alors, je me permets de parler cette fois-ci avec le casquette d'expert, mais bon, avec les petits déjeuners de la création, les ateliers, ça fait 25 ans que j'ai vu passer presque 4000 porteurs de projets. Le fait de ne pas en parler, c'est ce qu'on dit de plus en plus. Finalement, vous serez obligé de à un moment donné, il faut vous confronter au marché. Donc ça veut dire se confronter à la réalité du retour des autres. Alors oui, effectivement, s'il y a un brevet à la clé et qu'il faut déposer un brevet, oui, bien sûr qu'il faut garder un minimum de secret. Mais au moment donné, je veux dire, c'est votre rapidité de décision qui fera que vous serez toujours la première et que votre idée restera la vôtre, finalement. Donc je crois, allez-vous, à un moment donné, parlez-en, peut-être le plus largement possible, en vous disant, je vous donne 3 mois. Je crois que c'est la meilleure façon de se protéger, en fait. On pense que de ne pas en parler parce qu'on va se faire piquer l'idée, on se protège. Mais non, au contraire, il vaut mieux en parler. Au moins, on marque le terrain. Et on en parle, et peut-être que quelqu'un d'autre écoute et a dit merde, j'avais la même idée, je vais pas pouvoir le faire. Tant mieux, vous avez gagné au moins déjà ça. Donc il vaut peut-être mieux en parler, pas ce soir, mais quand vous voulez. Mais non, mais il faut pas avoir peur d'en parler d'une idée, parce que l'idée vous l'avez, il faut l'amener au bout. Et pour l'amener au bout, de toute façon, à un moment donné, vous serez obligé d'en parler avec quelqu'un. Donc, oui, il faut que j'avance vraiment. Mais, et puis après, il y a aussi par quel bout commencer. Parce que quand on a une idée, c'est bien, mais c'est vrai que parce que c'est beaucoup. Enfin, ce que j'ai en projet, c'est quand même. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est quand même un investissement beaucoup plus important. Et voilà. Et je sais pas, moi, dans l'événementiel, s'il faut un diplôme, s'il faut quelque chose, et est-ce que je dois passer par les mairies pour demander des autorisations. Enfin, je pense qu'il y a toutes ces choses-là mais peut-être que c'est pas la thématique de ce soir. Je sais rien. Mais c'est les idées. Dans tous les cas, les idées, effectivement. Mais je me dis, dès l'instant où on a une idée, déjà, il faut avoir la foi, il faut y croire, et puis voilà, une fois qu'on a ça en soi, après, ça se fait tout naturellement. Mais il y a quand même tout un travail en amont à faire et après. Quelque part, ce qui se pratique aussi de plus en plus, c'est de se construire autour de soi une team advisory, enfin je sais pas quel nom on peut trouver à ça, un groupe de mentors, qui peuvent être pourquoi pas des gens du métier. Je veux dire, ils vont pas vous piquer l'idée, mais ça peut être de mettre autour de vous un groupe peut-être de gens de confiance, peut-être qui disent ok, on se donne 6 mois. Et on se voit une fois tous les 15 jours et on se lâche avec eux parce que et je pense qu'à un moment donné, en acceptant le renvoi de ces gens-là, faut pas qu'ils viennent en disant on va te faire plaisir, on va dire oui. Non, je crois qu'il faut qu'ils viennent en disant non. Objectif quand même. Voilà.
un minimum. Non, mais il faut qu'ils viennent le plus sincèrement possible en disant non, ça tient pas la route, ça c'est intéressant, etc. Moi je sais que je l'ai pratiqué ou je l'ai fait pratiquer par d'autres, d'avoir autour de soi un groupe de mentors quelque part, de gens, 3, 4, 5, 10 personnes. Hein, alors soit on peut le structurer, soit on le fait au feeling, et on se dit on donne 3 mois, pendant 3 mois, on se voit une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, et on challenge le projet. Et par contre, la personne vous renvoie tout en face. Et ça fait du bien parce qu'on a l'impression qu'on en parle, mais on est avec des gens de confiance, mais on structure une démarche. Il y a pas que... Il y a un moment donné, mais il peut y avoir des gens qui sont dans l'événementiel en face, hein, c'est pas gênant, hein, mais au moins, au bout de 3 mois, vous avez répondu à un cahier entier de questions-réponses. Parce que la question, est-ce qu'il faut des diplômes ? Non, il ne faut pas de diplôme dans l'événementiel, voilà, sauf si après... Par contre, il faut peut-être des certifications ou des qualifications ERP, enfin, des choses comme ça, sur des événements, et encore que, j'allais dire, voilà. Je pense que pour le premier diplôme de l'événement... Il n'y a pas de diplôme obligatoire pour l'événementiel. Voilà. Aucun. Le seul, c'est le culot, le diplôme du culot. Je crois que mais alors, comment on fait pour réunir des mentors ? Parce que bon, il faut quand même leur dispo. Oui. Alors, c'est pas du tout la même chose parce que, bien sûr, on a les responsabilités, on a tout ça qui est à faire, mais quand vous êtes toute seule devant vos clients, est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez... comment voulez-vous les grands, petits, etc. C'est des gros, des pas gros, ça dépend ce que vous avez. Je ne sais pas ce que vous faites. Hein, donc vous ne nous avez pas dit vraiment. Parce que je fais ce que je fais aujourd'hui. Oui. Ah, c'est dans les services à domicile. Ah, ben voilà, c'est ça, service à domicile. Ok, d'accord. Alors, c'est un très bon métier, ceci dit, en passant. Ouais, c'est un métier dont on va avoir besoin, comme des gens comme moi, parce que moi j'ai 77 ans, alors, vous voyez, donc je suis un client pour vous. Hein. Bon, à bientôt, hein, d'accord. Mais n'ayez pas peur, parlez. C'est un jeune créateur, c'est ça. Parlez, expliquez, voilà. Ouais. Mais oui, voilà, tout à fait. Mais ça, c'est votre profond, c'est votre moi profond. Il va falloir sauter sur ça parce que sinon, on n'y arrivera jamais parce que vous allez être toujours à chercher. Je sais pas. On parle à quelqu'un. Alors, c'est une nouvelle donnée. Est-ce que la nouvelle donnée elle est cohérente avec les autres? Puis au bout d'un moment, on a un paquet de données et on ne sait plus du tout où on en est. Donc, la seule solution pour s'en sortir, trouver des gens qui vont vous aider. Il y en a plein. Voilà, à commencer par nous d'ailleurs, hein. Bon, parce qu'on est 2 ce soir, hein, voilà, hein, pour venir vous voir. Donc voilà, mais surtout, testez, et vous testez avec vos amis, avec vos parents, avec, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu penses de mon affaire? Est-ce que tu achèterais mon affaire? Eh ben non, on dit non, mais moi j'en ai pas besoin. Et pourquoi tu n'en as pas besoin? Et ça y est, c'est parti. Voilà, et ça amène après derrière à des belles affaires. Voilà. Et ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont bien réussi, les Américains, etc., ils en ont eu craqué des projets avant de... Énormément, hein, énormément. Voilà, énormément. C'est ça que je voulais vous dire. Michael, tu voulais réagir? Oui, juste rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Péché. Il est effectivement extrêmement important de se faire aider techniquement dans son projet, mais il est aussi extrêmement important de se faire aider psychologiquement. Quand on sait que plus de 70% de la réussite d'un projet tient au mindset, l'état d'esprit entrepreneurial, pour moi, il est important même que vous fassiez accompagner par un coach, ça peut être un coach tout simplement, qui puisse vous aider à atteindre vos objectifs, notamment pour faire tomber, ça peut être des croyances limitantes, hein, ça c'est humain, hein, je veux dire, on a tous des croyances limitantes, on a tous des peurs, effectivement, peur de passer à l'action, peur de l'échec, encore diverses peurs du regard de l'autre également, hein, pour l'expression orale, il peut y avoir plein de choses. Donc, il est extrêmement important aussi pour développer ses affaires et réussir, donc de se faire accompagner. Oui, tout à fait. Je vous voyais prendre le micro tout à l'heure. Oui, mais du coup, ça va tomber un peu à plat. Parce qu'on est passé non, mais pas du tout. Non, c'était croyance limitante, mais non, pas du tout. Donc je reviens en arrière, voilà. On rembobine. Donc c'était pour rebondir ce que vous disiez sur le groupe de mentors. Moi j'ai plutôt tendance à aller chercher des gens qui ne sont pas du tout dans ma partie pour faire le pas de côté et justement de pouvoir échanger avec des personnes qui ne connaissent rien à mon activité. Parce qu'on va me poser des questions, ce que j'appelle le regard candide. Et on va me poser des questions, mais pourquoi tu fais ça? Ah bah ouais, pourquoi je le fais? Et du coup ça permet d'aller beaucoup plus loin, en fait, de se dépasser. Et des gens bienveillants, il y en a plein. Et même si effectivement on est 12 à avoir la même idée, on a 12 personnalités différentes et on peut
tous les 12 trouver notre marché en fait. Exactement. Et ça, j'en suis convaincue. Je pense que vous avez autour. Alors après, c'est peut-être de fréquenter effectivement des événements comme celui-ci. Voilà, effectivement, et à un moment donné, de rencontrer des gens comme Michel ou comme vous, effectivement, et dire est-ce que tu serais un peu dispo quelques heures alors peut-être pas 3 mois toutes les semaines, on est d'accord. Mais là, c'est fait, ça y est. Mais j'allais dire, de la bienveillance, il y en a. Et il y a des gens pour qui, vous savez, dans les experts qui sont là, je prends l'exemple des experts. Une fois, ça fait 25 ans que j'organise des tables rondes. À chaque fois, chaque table ronde, je me dis, mais je vais prendre du temps. Enfin, vous avez tous un métier, vous travaillez tous. Alors certes, on peut dire que BGE est là pour faire aussi sa promotion. Voilà. Enfin, pour vous deux, par exemple, c'est pas du tout le cas. Voilà, ils prennent du temps parce qu'ils se disent, bah tiens, oui, j'ai cette bienveillance de me dire, oui, j'ai un peu de vécu, un peu de parcours, je vais aller le partager avec d'autres. Et je pense que dans les clubs, le GCE, le groupement des créateurs d'entreprises, voilà, les ateliers de la création, les ateliers des experts qu'on fait avec LCL, ou les petits déjeuners de la création, vous allez rencontrer des gens et vous allez au culot. Et je pense que vous constituez un petit groupe. Et effectivement, je un peu décalé. C'est souvent la bonne chose parce qu'il faut accepter qu'on puisse vous dire non. Finalement, c'est pas que des amis ou de la famille. Parce que, bon, voilà. Un autre élément que j'avais vu, c'était notamment ces Baby Move, quand ils ont démarré, Success Story Clermontois, ils ont toujours, par exemple, travaillé dès le départ avec des groupes consommateurs. C'est-à-dire se dire, oui, c'est pas que des études de marché, c'est pas que des trucs informels, ou cocher la case 1, est-ce que vous êtes prêt à acheter mon produit, mais eux faisaient travailler des mamans directement sur leurs produits, directement dans la capacité de les mettre en situation et de leur montrer le produit, avant même qu'ils le conçoivent et qu'ils soient sur le marché. Et ils les faisaient travailler dans des groupes tests. Et à partir de là, ils ont conçu des produits que leurs concurrents n'avaient jamais imaginés. Parce que leurs concurrents se contentaient de dire utilisez-vous un biberon ? Oui, non. Est-ce qu'une fois par semaine ? Oui, non. Voilà, c'était juste. Et ce côté groupe test, et ça avait bien fonctionné. Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre le micro, c'est juste parce comme on fait des vidéos, ça permettra d'avoir le son. Bonjour, bonsoir. Pardon, excusez-moi. Je m'appelle Christophe. Et en fait, c'est l'inverse. C'est le consommateur qui a donné des idées au producteur, plutôt que le producteur qui voulait donner une idée au consommateur. Vous avez raison, on inverse complètement et c'est certainement la meilleure solution. Partir du client, c'est là-bas. Et on a trop tendance à avoir des idées qui partent de nous et on espère convertir le consommateur et c'est compliqué. Ça coûte cher de convertir un consommateur, c'est clair. Et vous êtes porteur de projet, chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites de beau ? En recherche d'idées ? J'ai une idée pour l'instant et en fait je suis en train de finir un contrat. Je suis chauffeur poids lourd. Ouais. J'ai fait, ça fait 18 ans que je suis là-dedans. J'ai aussi fait de l'hôtellerie quand j'étais plus jeune. Enfin, j'étais réceptionniste d'hôtel, donc j'ai une assez bonne base au niveau commerce. Et là, je suis en train de réfléchir à lancer un projet pour devenir commissionnaire transport, c'est-à-dire vendre de la prestation de transport, mais pour moi en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire monter une microstructure. Enfin, mon projet, il n'est pas très ambitieux. C'est vraiment juste monter une microstructure. En raccord avec ses valeurs, c'est ce qui a été dit plusieurs fois. Ouais, tout à fait, c'est ça. Hein, c'est juste monter une microstructure et de type libéral, où ce que je vais vendre, c'est essentiellement de la prestation de service et de la matière grise. Voilà. D'accord. Ouais. C'est à la fois le prolongement de votre métier, parce que vous le connaissez finalement, mais avec vos valeurs et votre alignement avec vous-même. C'est ça, c'est de travailler pour vous finalement. C'est ça, exactement, parce qu'en fait, en tant que chauffeur poids lourd, j'étais amené à travailler régulièrement à prendre des décisions, à être autonome, indépendant. Donc j'ai une bonne image, j'ai une bonne idée. J'ai un bon rapport par rapport à l'argent, par rapport au coût de revient. Oui, et par rapport à tout ça, quoi. Ah, bien sûr, c'est ça. Et pour l'instant, je suis dans une case et je pense que j'ai envie on m'a mis dans une case qui est chauffeur poids lourd et on ne me donnera pas la possibilité d'évoluer, quoi. Oui, c'est ça. Donc l'évolution, vous la créez par vous-même. C'est vous qui allez... c'est intéressant parce qu'on trouve beaucoup de porteurs de projets qui sont dans cette dimension-là, plafond ou de verre ou plafond réel d'évolution et qui se disent ma seule façon maintenant, c'est de mettre à mon compte. J'ai fait le tour, je connais le métier, autant se lancer. C'est une très bonne idée dans tous les cas. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai vu l'heure qui tournait, normalement c'est 1 heure, pas plus, on a dit... Ah non, je croyais que Brice voulait parler, pardon, je me suis dit... Alors Brice veut créer son entreprise... Non, pas tout de suite, non, il faut le garder, c'est ça. Alors Véronique, pardon, tu voulais réagir. Moi je veux juste prolonger sur le fait de prendre du temps, peut-être qui peut être embêtant quand on se lance, on se pose la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que chef d'entreprise, à un moment donné, on s'est retrouvés de l'autre côté de la salle et qu'on a eu aussi à demander à des personnes de nous... faire un apport d'idées, de nous challenger, de parfois nous dire non, ton idée laisse tomber, tu vas dans le mur, et c'est pas forcément évident à recevoir, mais
c'est bienveillant de nous le dire. Parce que quand on est dans le mur, on préfère nous dire « prends pas la voiture, tu n'arriveras pas à conduire » que nous laisser nous cracher en étant complaisant avec la façon d'aborder les choses. Donc il ne faut pas hésiter parce que nous, à un moment donné, on a aussi demandé ça. Donc c'est un juste retour des choses, de vous donner du temps, de vous faire des feedbacks. Alors bien sûr, on ne va pas y passer des mois et des mois, mais on le fera volontiers. Et si on est là, c'est aussi parce que nous, ça nous anime que d'autres personnes puissent avoir la vie dont elles ont envie, qu'elles puissent s'épanouir dans ce qu'elles font, qu'elles puissent continuer le chemin de la meilleure des façons. Donc en parler, il y aura toujours une oreille pour vous écouter, vous donner un feedback, c'est clair. Hein. Oui, c'est certainement la bonne chose. Non, c'était une réaction. Le micro ne faisait que passer ou c'était une réaction? Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser une question? On a un petit verre de l'amitié, ça permet de prolonger. Pour finir, oui. Ouais. Alors moi, je suis porteur de projet aussi. Et en fait, ce soir, j'avais deux objectifs. En fait. Le premier, c'était de prendre un peu les idées, voir un peu ce qui se passait. Je vais vous expliquer quel est mon projet. Et puis le deuxième, ça m'a conforté dans une idée. Moi, aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle. Et je vais lancer une activité de service sur le coaching, la formation et le consulting. Et après une introspection, je me suis dit, mon goût de la transmission, c'est toute ma carrière. Hein. J'ai une carrière dans le monde automobile, mais je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est aider les gens, leur apporter, les aider à évoluer eux-mêmes. Et ce soir, je m'étais dit, je voudrais voir un peu la psychologie que peuvent avoir les porteurs de projets pour pouvoir les accompagner. Et vous parliez de coaching, c'est exactement une des cibles et une des activités où je me posais la question de dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et ce soir, c'est en train de... voilà, je me dis, après tout, c'est aussi une possibilité dans les activités que je veux mener. Voilà. C'est aussi le sens de ces échanges-là, c'est de faire naître des fois des réflexions. Et, de toute façon, c'est la discussion qu'on a. C'est quand on parle avec les autres que finalement, à un moment donné, ces projets, les idées qu'on peut avoir, qui sont un peu brouillons dans notre tête, et on arrive à les faire émerger et avancer. Petit mot de la fin peut-être, Michael, je sais pas, je te vois... Peut-être juste pour rebondir sur ce que dit monsieur, c'est un peu toute la difficulté, c'est que aujourd'hui, quand on a un projet de création d'entreprise, on pense tout de suite business plan, comment je vais gagner de l'argent, je fais mon prévis, je choisis mon statut, mais on pense pas déjà à comment je vais tenter d'y arriver psychologiquement. Et on sait très bien aujourd'hui que c'est un facteur clé de réussite de travailler justement sur sa psychologie entrepreneuriale, mais le plus dur, c'est d'arriver à faire prendre conscience de ça aux entrepreneurs. C'est clair. Parce que tout le monde a dit oui, un oui unanime pour clore cet atelier, et vous proposez d'échanger un verre de l'amitié et de prolonger ces échanges. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé un petit moment ensemble. Voilà, et je vous promets, grâce à notre partenaire LCL. Merci.